Aïssata, trahie par sa propre sœur Mariama qui lui vole leur héritage familial, est chassée sans rien. Des années plus tard, elle revient, plus forte, et enlève Amadou, le fils que sa sœur chérit plus que tout. Mais au lieu de le détruire, elle lui donne l'amour et la vérité qu'on lui a volés. Quand la vérité éclate, Mariama perd tout, sa richesse, son fils et sa dignité. Aïssata, elle, meurt paisiblement, laissant derrière elle un héritage que personne ne pourra plus voler. Un cœur sauvé et une leçon éternelle sur la justice et le pardon. Le testament déchiré. Le soleil se couche derrière les arbres épineux quand Aïssata, 20 ans, se tient debout au milieu de la cour familiale. Entre ses doigts tremblants, le testament de son défunt père. Chaque ligne est une gifle. La vieille case debout, le champ de mil, le petit verger, tout est désormais au nom de Mariama, sa sœur aînée. Aïssata, la voix éraillée, interroge Mariama, assise sur un tabouret en bois. Dis-moi que c'est une erreur? Pourquoi tout est à ton nom? Mariama croise les bras. Dans ses yeux brille la dureté qu'elle a héritée de leur mère. Parce que père savait que tu es faible, Aïssata. Tu n'as jamais su te battre. Cette maison ne peut pas être divisée entre deux rêveuses. Le vieux griot du village, témoin impuissant, détourne le regard. Les voisins écoutent, murmurent, pauvre petite. Aïssata tombe à genoux, la poussière colle à ses larmes. Tu me chasses? Mariama sourit, sans chaleur. Je ne te chasse pas. Je te rends ta liberté. Pars, Aïssata. Et n'oublie jamais, tu n'as rien ici. Le vent emporte un coin du testament. Une chèvre belle au loin. Aïssata comprend que son monde vient de s'effondrer, et que la vengeance, un jour, naîtra de cette poussière. L'exil de la cadette. La pluie est tombée sans prévenir, comme pour laver la honte qu'Aïssata sent coller à sa peau. Dans la cour familiale, elle rassemble ses maigres affaires. Quelques boubous usés, un collier de perles qu'elle serre comme un talisman. Chaque pas qu'elle fait soulève la boue rouge. Autour d'elle, personne n'ose l'aider. Les voisins observent derrière leurs volets, chuchotent, baissent la tête quand ses yeux implorent un geste. Mariama, debout sous l'auvent, la regarde partir. Elle croise ses bras sur sa poitrine, un voile attaché serré autour de ses cheveux. Son regard est sec. Implacable. Là où tu vas, tu verras ce que valent les rêveuses sans racines, murmure-t-elle, pour elle-même. Une larme coule pourtant, qu'elle essuie aussitôt du revers de la main, comme on chasse une goutte de pluie. Aïssata s'arrête à la porte du grand portail de fer forgé. Elle pose ses bagages, tourne une dernière fois la tête. Son regard se pose sur le grand manguier qu'elle grimpait enfant, sur le puits où leur père chantait en tirant l'eau. Tout cela, c'est Mariama qui le gardera. Une vieille voisine, Tata Ndé, ose lui tendre une calebasse de riz froid. Tiens, ma fille. Que Dieu soit avec toi. Mais Aïssata secoue la tête. Garde-le pour tes petits. Moi, je n'ai plus rien à perdre. Elle ramasse ses valises, s'éloigne dans le vacarme de la pluie. Ses pieds nus s'enfoncent dans la terre détrempée. Derrière elle, la grande maison se ferme dans un grincement lourd, comme si elle avalait à jamais ses souvenirs. La nuit tombe, engloutissant la silhouette d'Aïssata. Seuls les éclairs, par instants, trahissent la silhouette d'une cadette bannie, traînant derrière elle une promesse silencieuse, un jour, je reviendrai. Et cette porte s'ouvrira pour moi seul. Une promesse dans l'ombre. Les années passent, mais la douleur d'Aïssata ne s'efface jamais vraiment. Dans la petite ville où elle s'est réfugiée, elle loue une minuscule chambre derrière une échoppe de tissu. Le jour, elle coud pour les femmes du quartier ourlets, pagnes, voiles brodés. La nuit, elle dort sur un matelas fin posé à même le sol, le visage tourné vers le mur de briques froides. Une seule chose lui donne la force de respirer, un morceau de tissu ancien, brodé par sa mère avant de mourir. Une bande de coton, usée, mais ornée d'un fil d'or qui forme encore les initiales de leur nom de famille. Elle le garde contre sa poitrine, comme un cœur de secours. Un soir, alors qu'elle pique un tissu sous la lampe à pétrole, son aiguille se brise. Elle ferme les yeux. Sa main tremble. Dans l'obscurité, ses larmes tombent sur la broderie. Elle murmure. « Maman, pardonne-moi de n'avoir rien protégé. Mais je jure devant Dieu que je ne mourrai pas sans reprendre ce qu'elle m'a volé. » Le vieux voisin, Baba Abdou, l'entend parfois parler seul, la nuit. Lui, il sait que la rancune est une bête silencieuse. Un matin, il lui dit en lui apportant du lait. « Ma fille, le cœur trop lourd devient une tombe. » Aïssata sourit faiblement. « Le mien est déjà mort. Il ne reste que mes mains pour coudre la vengeance. » Elle travaille sans relâche, économise chaque pièce de monnaie dans une boîte en fer rouillé, enterrée sous sa natte. Elle refuse les avances des hommes, garde son cœur fermé comme une maison sans fenêtre. Elle se nourrit de cette idée unique. Un jour, Mariama verra que tout ce qu'elle a volé ne la protégera pas de moi. Cette nuit-là, alors que la pluie frappe à nouveau sur le toit de tôle, Aïssata écrit une lettre à elle-même. Une seule phrase,
je ne reviendrai pas pour la maison, je reviendrai pour ce qu'elle chérira plus que tout. Et dans l'ombre de sa chambre, sa promesse devient sa seule flamme. Ce qu'elle chérissait le plus. Pendant qu'Aïssata survit dans sa chambre sombre, Mariama, elle, prospère. Dans le village, la grande maison familiale est devenue une demeure enviée. Mariama a agrandi les champs, construit un grenier à 1000 plus vaste que jamais. Son mari, un commerçant aisé, la couvre de bijoux et de tissus colorés qu'elle arbore comme un trophée. Mais surtout, Mariama a mis au monde un petit garçon, Amadou. Dès le jour où elle l'a tenu dans ses bras, elle a senti que cet enfant serait sa forteresse contre la honte, sa fierté dans le village. Elle l'élève comme un prince. Chaque matin, elle lui chante les chansons que leur mère fredonnait autrefois. Elle lui raconte l'histoire de leurs ancêtres, mais jamais elle ne prononce le nom d'Aïssata. Pour elle, sa sœur est morte. Effacée. Amadou, pourtant, grandit avec un vide qu'il ne comprend pas. Dans la grande cour, il court pieds nus sous le grand manguier où sa mère et sa tante grimpaient enfant. Parfois, il demande innocemment. « Maman, pourquoi Tata n'est jamais là ?» Mariama s'arrête, essuie ses mains couvertes de farine de mil. Elle ment sans trembler. Parce qu'elle n'aimait pas cette maison. Une nuit, alors qu'elle borde Amadou, Mariama se penche sur lui et chuchote. « Tu es mon cœur, Amadou. Tant que tu es là, personne ne pourra me prendre ce que j'ai. » Mais dans l'ombre du grenier, une vieille voisine, Tata Ndé, entend. Elle ferme les yeux, murmurant une prière, un enfant n'est jamais un bouclier. Pendant ce temps, dans la petite ville, Aïssata apprend par une lettre de Baba Abdou qu'un fils est né à Mariama. Elle s'assoit, le papier tremble entre ses doigts. Elle sourit, un sourire sans joie, et murmure. Voici ce qu'elle chérit le plus. Une mèche de sa lampe à pétrole brûle plus fort, comme si la nuit elle-même comprenait, le compte à rebours a commencé. Le retour d'Aïssata. 10 années se sont écoulées depuis la nuit où Aïssata a quitté le village sous la pluie. Son visage n'est plus celui d'une jeune fille frêle. Ses mains sont marquées par l'aiguille et le fil, mais ses yeux brûlent d'une lueur nouvelle, celle d'une femme qui a attendu trop longtemps. Un matin d'harmattan, un nuage de poussière précède son arrivée. Aïssata est vêtue d'un boubou blanc immaculé, un pagne noué serré à la taille. Elle marche à pied, une grande corbeille posée sur sa tête, remplie de tissus colorés et de cadeaux. Personne ne la reconnaît tout de suite. Les femmes du village chuchotent, qui est cette étrangère qui a la démarche des anciennes? Elle s'arrête devant le grand portail de fer forgé qu'elle n'a jamais oublié. Ses doigts effleurent la poignée rouillée. Elle inspire profondément. Elle est de retour. Mariama, de l'autre côté de la cour, entend le claquement du portail. Elle sort, un foulard noué autour de ses épaules. Quand elle voit la silhouette, ses jambes vacillent. Aïssata baisse la corbeille de sa tête, ses yeux plongent dans ceux de sa sœur, sans un mot. Le silence est si lourd qu'on entendrait une mangue tomber. « Tu oses revenir ?» crache Mariama, la voix cassée. Aïssata esquisse un sourire. « Je suis venue offrir mes services. » Elle montre les tissus brodés, des pagnes rares, des fils de soie, des motifs anciens que seules les femmes du village connaissent encore. Autour, les voisines s'approchent. Elle chuchote, ses doigts sont bénis, regarde ces motifs. Mariama est piégée. Elle ne peut pas chasser sa sœur publiquement sans perdre la face. Alors elle joue le jeu, mais son regard est acide. Tu peux t'installer sous le manguier. Vends ce que tu as à vendre et repars. Aïssata incline la tête. Mais dans son cœur, une phrase résonne. Je ne suis pas venu vendre. Je suis venu reprendre. Au loin, derrière la porte entr'ouverte, un petit garçon regarde la scène. Ses grands yeux brillent. Il voit cette femme inconnue, au sourire doux, qui lui rappelle quelque chose. Quelque chose qu'il n'a jamais eu, une tendresse vraie. Et sous l'arbre, pendant que la poussière retombe, Aïssata prépare déjà la suite. La guerre ne sera pas bruyante. Elle sera tissée fil après fil. La toile de la vengeance. Sous le grand manguier, l'aiguille d'Aïssata glisse sur le tissu comme une lame de rasoir sur une promesse ancienne. Chaque jour, elle s'installe sur une natte, ses pagnes colorés étalés autour d'elle comme des filets tendus. Les femmes du village affluent pour commander ces motifs rares, oiseaux dorés, fleurs ancestrales, versets tissés à la main. Et chaque jour, Amadou, le fils de Mariama, s'approche un peu plus. Il se tient d'abord derrière l'arbre, fasciné. Aïssata l'aperçoit du coin de l'œil, mais ne l'appelle pas. Elle attend que la curiosité l'emporte. Et un après-midi, alors qu'elle range ses aiguilles, la petite voix brise le silence. « Tata, tu peux me montrer ?» Aïssata relève la tête, cache le frisson dans son cœur. Elle lui sourit. « Viens t'asseoir. » Amadou s'assied, le menton sur ses genoux. Il regarde la broderie briller au soleil. Ses doigts frôlent le fil doré. Il demande, les yeux brillants. « C'est toi qui as appris ça ?» Aïssata hoche la tête. Elle veut répondre, « C'est ta grand-mère qui m'a appris avant qu'elle meure, celle qu'elle ne t'a jamais racontée. »
Mais elle se tait. Elle préfère semer les graines lentement. Les jours passent. Chaque après-midi, Amadou vient. Il apporte une mangue, un morceau de pain. Il rit de bon cœur, chose que Mariama n'a pas entendue depuis longtemps. Dans la cour, elle observe de loin, sa bouche se pince. Mais comment interdire à son fils d'aller vers celle qu'il appelle déjà, Tata Sita? Le village murmure. Les vieilles femmes disent, Dieu retourne toujours le cœur des orphelins vers leurs racines. Une nuit, sous la lampe à pétrole, Aïssata écrit encore une lettre à elle-même, elle ne sait pas encore que je tisse plus que du fil. Je tisse le lien qui la brisera. Elle ne est pas l'enfant. Au contraire. Elle se dit parfois, peut-être qu'en sauvant ce qu'elle a souillé, je me sauverai moi aussi. Mais dans son ventre, la soif de justice grandit. Et la toile de la vengeance se ferme, fil après fil. L'enlèvement. Le vent de la saison sèche siffle à travers les branches du grand manguier. C'est une nuit sans lune, où même les chiens du village refusent d'aboyer. Aïssata est assise dans sa chambre improvisée, une petite hutte qu'elle a louée à Tata Ndé, pas loin de la grande maison familiale. Sur la table basse, une lampe à pétrole vacille. À côté d'elle, un petit sac en toile, déjà préparé, quelques habits d'enfant, un pagne de rechange, un collier de perles anciennes. Elle n'a pas besoin de parler. Son regard fixe la lampe. Ses mains tremblent. Elle se répète, ce n'est pas pour lui faire du mal. C'est pour qu'il connaisse la vérité. Pendant ce temps, Mariama dort profondément, épuisée par les récoltes. Son fils, Amadou, est recroquevillé dans son petit lit, un tissu brodé cadeau d'Aïssata posé sur sa poitrine comme un talisman. Minuit. Le tonnerre gronde au loin, comme si le ciel lui-même retenait son souffle. Aïssata enfile un foulard sombre. Elle pousse la porte sans bruit, marche pieds nus dans la poussière sèche. Elle connaît chaque pierre, chaque racine de cette cour, après tout, c'était autrefois chez elle. Elle glisse ses doigts sur le loquet de la porte de la chambre d'Amadou. Une vieille charnière grince, mais personne ne se réveille. Elle s'avance, s'agenouille près du petit corps endormi. Pendant une seconde, son cœur se fend. Elle pose la main sur la joue chaude du garçon, effleure ses cheveux bouclés. « Pardonne-moi, petit » murmure-t-elle. Elle l'enveloppe dans son pagne, soulève son poids léger contre sa poitrine. Amadou gémit, ouvre un œil, voit le visage d'Aïssata. Elle pose un doigt sur ses lèvres. « Chut, on va rentrer chez toi. » Et dans la nuit, Aïssata disparaît avec l'enfant. Au petit matin, Mariama se réveille, comme chaque jour, le sourire aux lèvres. Elle se tourne vers le lit de son fils. Vide. D'abord, elle pense qu'il est allé jouer dehors. Mais la case est silencieuse, la cour aussi. Elle sent le sol s'ouvrir sous ses pieds. Sur le drap, une simple bande de tissu brodé. Et un mot, écrit à l'encre tremblante. Tu m'as volé ce que j'avais de plus précieux. Aujourd'hui, j'ai pris ce que toi, tu chérissais le plus. Aïssata. Mariama hurle. Un cri qui fend le village, réveille les oiseaux, glace le sang des femmes du quartier. Mais personne ne vient la consoler. Car tout le monde sait, la poussière de l'injustice finit toujours par revenir à la porte de celui qui l'a soulevée. Loin des hurlements. Le soleil se lève lentement sur la savane, dorant les chemins poussiéreux que fouille le vent du matin. Aïssata marche depuis des heures, Amadou blotti dans son dos, attaché dans un grand pagne comme un trésor qu'on emporte loin des voleurs. Elle ne regarde jamais derrière elle. Chaque pas la sépare un peu plus de cette maison où son enfance a été volée. Elle s'arrête parfois sous un acacia, murmure à l'oreille de l'enfant encore ensommeillé. Dors, petit prince. Dors loin de ses mensonges. Amadou, à peine réveillé, ouvre ses grands yeux. Il ne pleure pas. Instinctivement, il sent que cette femme ne lui veut aucun mal. Il glisse ses doigts autour de son cou, comme pour s'accrocher à quelque chose de plus fort que la peur. Au loin, un vieux village apparaît, isolé derrière une rivière boueuse. C'est là qu'Aïssata s'arrête. Elle sait que personne ne viendra la chercher ici. Le chef du village, un vieil ami de Baba Abdou, lui ouvre une case en banco. Ici, personne ne posera de questions, dit-il simplement. La première nuit, Aïssata reste éveillée à écouter Amadou respirer. Elle a posé un matelas neuf pour lui, allumé une lampe à pétrole qu'elle ne veut pas éteindre, de peur qu'il se sente perdu dans le noir. Quand il ouvre enfin les yeux, il lui demande « Pourquoi on est ici, Tata ?» Aïssata inspire. Elle n'a pas encore la force de lui dire toute la vérité. Elle se penche, caresse ses cheveux, « Parce qu'ici, tu vas connaître ton vrai nom. Parce qu'ici, personne ne mentira sur qui tu es. Parce qu'ici, tu apprendras que l'amour ne se vole pas. » L'enfant hoche la tête, referme ses paupières. Il dort comme un agneau, le visage détendu, chose que Mariama n'avait pas vue depuis des années. Dehors, le vent siffle à travers les feuilles de rognier. Dans la grande maison du village qu'elle a laissée derrière elle, Mariama, elle, hurle encore. Son visage est gonflé de larmes, ses ongles arrachent la poussière de la cour.
Mais personne ne répond à sa douleur. Car le silence est le prix que l'injustice finit toujours par payer. Et Aïssata, dans sa petite case de banco, c'est qu'elle n'a pas fini d'enseigner à l'enfant le plus grand secret. On peut tout perdre sauf la dignité qu'on reconstruit, miette après miette. La vérité éclate. Les années passent comme un ruisseau silencieux. Amadou grandit dans le petit village reculé, élevé loin de la grandeur de la maison de Mariama. Il va à l'école sous l'arbre, apprend à lire sur les ardoises noircies, court pieds nus dans les champs de mil. Mais chaque soir, sous la lampe à pétrole, Aïssata lui conte une histoire, son histoire. D'abord, elle choisit ses mots, trop douces pour dire toute la vérité. Puis, à mesure que l'enfant devient jeune homme, les mensonges tombent un à un comme les feuilles sèches. Un soir, Amadou, 18 ans, la regarde dans les yeux. « Tata, pourquoi tu ne m'as jamais dit pourquoi tu m'as emmené? Pourquoi je n'ai jamais vu ma mère ?» Aïssata repose son aiguille, tremble. Elle sait que l'heure est venue de rendre à ce garçon ce qu'il mérite, la vérité nue. Elle ouvre un vieux coffret. Dedans, le testament original de leur père, jauni, déchiré sur les bords. Une lettre de Baba Abdou, le vieux témoin. Et un petit collier de perles identique à celui que Mariama garde jalousement. Elle pose tout devant Amadou. « Je ne t'ai pas volé. Je t'ai repris. Ta mère, ma sœur? Elle a volé ma vie, mon sang, ma maison. Et quand tu es né, tu es devenu ce qu'elle aimait plus que tout. Je t'ai pris non pas pour te blesser, mais pour que tu grandisses loin du poison. » Les larmes roulent sur les joues d'Amadou. Il serre le collier entre ses doigts. « Elle savait que j'étais ici ?» Aïssata hoche la tête. Elle savait. Mais elle n'est jamais venue. Parce qu'elle savait que la vérité l'attendait ici, plus tranchante qu'une lame. Le jeune homme se lève. Dans ses yeux, la douceur de l'enfance a laissé place à un éclat nouveau, celui d'un fils prêt à faire face à ses racines. Quelques jours plus tard, Amadou revient dans le village de sa mère. Le portail de fer forgé, rouillé, est toujours là. Il frappe. Mariama ouvre, les cheveux déjà blanchis par les nuits sans sommeil. Le silence entre eux est plus lourd que 1000 cris. Elle avance la main, veut toucher son fils. Mais Amadou recule. Sa voix est calme, presque brisée. « Je sais tout, maman. Tout ce que tu as pris. Tout ce que tu as détruit. Tu m'as eu, mais tu m'as perdu. » Mariama tombe à genoux, agrippe le bas de son pantalon, supplie, « Pardonne-moi. Je voulais tout pour toi, pour nous. » Mais Amadou secoue la tête. Ces mots sont une sentence sans appel, un héritage volé est un fruit pourri, même s'il brille au soleil. Il tourne le dos à sa mère, franchit le portail une dernière fois. Et derrière lui, Mariama pleure seule dans la grande maison plus vite que jamais. Ce que l'héritage. Des mois ont passé depuis qu'Amadou a laissé sa mère à genoux devant ce portail qu'elle avait un jour fermé à double tour pour chasser une sœur. Depuis, le vent qui passe dans la grande cour familiale ne porte plus de rire d'enfant. Les mangues tombent et pourrissent sans qu'aucune main ne les ramasse. Mariama vit recluse derrière les murs qu'elle croyait éternels. Le village la regarde sans pitié, voilà ce qu'elle a récolté. Elle arpente les couloirs, le regard perdu, parfois parlant seule à la porte close de la chambre de son fils. Mais la chambre reste vide, figée dans le passé. Pendant ce temps, Amadou est retourné auprès d'Aïssata. La vieille femme, affaiblie par les années, est maintenant alitée sur un matelas posé à même le sol. Ses mains, jadis si habiles, tremblent trop pour tenir l'aiguille. Amadou s'assied près d'elle chaque soir, posant un linge humide sur son front. Elle lui sourit entre deux toux. « Je t'ai pris, mais c'est toi qui m'as rendu ce que ta mère m'avait volé. » À cœur. Ah fils. Amadou essuie ses larmes discrètement. Il serre la main de celle qui l'a sauvé d'une cage dorée. « Tata, sans toi, je ne saurais même pas qui je suis. » Un matin, avant que le soleil ne perce la brume, Aïssata pousse un dernier souffle, son vieux morceau de tissu brodé serré contre sa poitrine. Ses lèvres murmurent une bénédiction que seul Amadou entend. « L'héritage, mon enfant, ce ne sont pas les murs, ce sont les bras qui t'ont tenu quand tout était perdu. » Le village entier vient l'enterrer sous le grand rognier, là où elle aimait s'asseoir pour broder. Amadou, debout près de la tombe fraîche, promet qu'il fera vivre son nom, mais sans haine car la vengeance est finie, et ce qu'elle lui a appris vaut plus que 1000 terres volées. Pendant ce temps, dans la grande maison, Mariama reste seule. Les rumeurs disent qu'elle s'assied sous le manguier et parle aux branches, comme si elle voyait le fantôme d'Aïssata lui répondre. Personne n'ose plus franchir ce portail. Et l'héritage? Il est resté là où il aurait dû être, dans un cœur reconstruit fil après fil, par la main de celle qu'on croyait perdue. Le silence du sang. Des années ont encore passé. Dans le petit village où Aïssata est enterrée, on entend parfois, au pied du grand rognier, des enfants s'asseoir en cercle autour d'Amadou, devenu un homme droit, respecté, connu pour son humilité. Parfois, ils lui demandent « Tonton, c'est vrai que ta mère t'a perdu ?» Et Amadou sourit tristement. Il ne prononce jamais son nom. Il préfère leur dire
Ma vraie mère est celle qui a choisi de m'élever alors qu'elle aurait pu me détester. Sous le grand arbre, la tombe d'Aïssata est toujours fleurie. Pas par de grandes gerbes, mais par de petites mains. Des pagnes brodés sont déposés chaque année, comme un rituel, la preuve que tout ce qu'elle a transmis continue de vivre. Au village d'Ax-en-Grave-Côté, dans la grande maison familiale, Mariama est devenue une ombre. On dit qu'elle ne parle plus qu'au mur, qu'elle s'assoit sous le manguier et ferme les yeux en espérant entendre la voix de sa sœur. Mais aucune voix ne lui répond. Elle a bâti un empire sur l'injustice et l'a vue se briser pierre après pierre, laissant derrière elle un palais vide et des souvenirs trop lourds. Les anciens du village répètent encore aux jeunes, on peut voler une terre, une maison, un nom. Mais ce qu'on vole finit toujours par nous manquer plus que tout. Et dans les nuits calmes, quand le vent fait bruisser les branches, on jurerait entendre le rire léger d'Aïssata, filant dans le noir comme une promesse. Mon héritage, c'est l'amour qu'on ne peut pas voler. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.